Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des stratégies actives versus stratégies passives dans le domaine des crypto-monnaies et plus spécifiquement pour les débutants. On va échanger avec Thibaut sur quelle est la meilleure approche à adopter ou au final, s'il n'y a pas forcément de meilleure approche, mais si on peut utiliser les deux en combination. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Peut-être pour commencer, je vais définir ou essayer d'expliquer ce que j'entends moi par stratégie active et par stratégie passive. Du coup, pour la stratégie active, ça serait plus aller choisir soi-même ses crypto-monnaies, acheter et maintenir sur une période de temps plus ou moins courte. Ça peut être des achats court terme ou long terme, mais avec une stratégie voilà, d'entrée sur des crypto-monnaies spécifiques, mais aussi de sortie. Donc, il va falloir suivre le marché, pas forcément tous les jours, mais quand même avec un suivi régulier, avec une stratégie du coup active de choisir ses points d'entrée, choisir ses points de sortie pour pouvoir rentrer et augmenter son bag petit à petit, avec l'idée quand même qu'il faut passer du temps et un suivi régulier des investissements. Et la stratégie passive, pour le coup, je l'envisage plus comme le fait de placer son argent, ses cryptos, les faire travailler entre guillemets et trouver un moyen, donc utiliser par exemple la DeFi, la CeFi, donc la finance décentralisée, la finance centralisée, utiliser des protocoles ou des plateformes pour déposer ses crypto-monnaies et obtenir un rendement. Donc voilà, l'idée de placer ses crypto-monnaies et en sortir un rendement, ça peut être aussi du stacking, du delegated staking. Bon, il y a plein de manières d'obtenir des rendements passifs. Et donc, voilà, c'est sur ces deux stratégies qu'on va peut-être échanger. Peut-être Thibaut, pour commencer, est-ce que tu es d'accord avec les définitions ou est-ce que tu peux nuancer ou apporter quelque chose de nouveau? Ouais, donc la première définition que tu as donnée pour les stratégies, on va dire plus passives, ça va être en gros la stratégie du buy and hold, hein. Tu choisis une crypto-monnaie et un projet que tu auras éventuellement analysé et tu vas essayer de les détenir sur une période plus ou moins longue. Et après dans les stratégies, dites actives sur lesquelles tu vas faire travailler un peu plus ton capital, ça va être en effet, utiliser certains protocoles de la DeFi, les placer peut-être sur certains NFT où tu vas t'amuser après à les flipper et cetera. Bon, il y a plein de méthodes, plein de stratégies qui existent, mais je pense que c'est important de dire aussi qu'il y a différents degrés dans la passivité ou dans le fait de pouvoir gérer activement son portefeuille. Et ça, c'est un équilibre qu'il va falloir trouver, savoir où est-ce qu'on veut aller, les risques qu'on souhaite prendre. Parce que là, on parle des crypto-monnaies, et ça va être le sujet de notre échange, mais dans toutes les classes d'actifs, il y a différents degrés dans la passivité. Même si on investit, par exemple, dans l'immobilier et on dit recevoir des revenus passifs, c'est un terme qui revient beaucoup. Même si on délègue une grosse partie du travail, au départ, il y aura quand même du travail à faire. Il faudra trouver le bien, le négocier, etc., etc. Puis à la fin, même si tout ça, à la fin, on arrive quand même à le déléguer avec des chasseurs de biens immobiliers, des gens qui vont aller négocier, des personnes qui vont faire les travaux, etc. Il y aura forcément à la fin une gestion même du patrimoine. Donc le degré passif à 100%, j'ai pas eu l'occasion encore une fois de le rencontrer. Peut-être dans des actions à dividendes, si jamais on fait ça correctement, mais même là, on est quand même amené à étudier l'entreprise, faire attention si le bilan de l'entreprise n'a pas changé, etc., s'il n'y a pas des nouveautés. Donc, il y a toujours quand même un minimum de travail à faire. Et dans le domaine des crypto-monnaies, et là où il va falloir faire attention, c'est que ça change quand même très rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés à chaque fois. Donc, il faut faire attention. De là à dire, voilà, je fais quelque chose et puis après, j'y touche plus pendant 20 ans, à moins de choisir un projet, par exemple, comme le Bitcoin, qui est là depuis un certain nombre de temps, où on peut se dire théoriquement, oui, j'y ai confiance, peut-être d'ici 20 ans, il sera encore présent. Et voilà, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, et qui veulent diversifier leur portefeuille, gérer un peu plus leur actif, utiliser de la DeFi, etc. Là, c'est beaucoup plus compliqué et donc il faut assumer aussi le prix à payer pour gérer, on va dire, un peu plus activement son portefeuille, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, le côté au final le plus passif en crypto, c'est comme tu l'as dit, pour moi, ce que j'envisage actuellement, pour le moment, c'est plus l'achat régulier, par exemple, un DCA sur Bitcoin sur le long terme, sans forcément avoir une stratégie de sortie. Parce que dès le moment où il y a une stratégie de sortie,
et de suivi des cycles. Ça, du coup, on retourne sur une gestion un peu plus active. Mais pour le coup, c'est plus ce que j'envisage de passif, c'est mettre en place une stratégie, voilà, acheter tous les mois ou tout à réguler du Bitcoin sans se préoccuper du prix, sans suivre le marché, juste dans l'idée de le maintenir sur une longue période de temps et voilà, sans forcément penser à sortir et plus dans une optique 10-20 ans, à voir combien le Bitcoin vaudra à ce moment-là et peut-être sortir, mais sans d'autres stratégies, parce que c'est vrai que ce qui peut être considéré comme stratégie passive, et je parle notamment de la CeFi, donc déposer son argent sur une plateforme pour le coup, donc donner ses crypto-monnaies, c'est que les privés à une entreprise privée pour qu'elle-même puisse l'utiliser pour dégager un rendement et du coup pas s'en occuper. Donc par exemple, c'était l'exemple de Celsius qui au final, bon, c'est un peu le côté passif, déposez votre argent chez nous, on remplace les banques en vous donnant plus de pourcentage, un plus gros rendement, et au final on se rend compte que voilà, c'était peut-être passif, mais c'était pas soutenable sur le long terme. Donc même en ne gérant pas soi-même ses rendements et en déléguant à une tierce partie ces crypto-monnaies pour obtenir un rendement de manière la plus passive possible, parce que concrètement le deal c'était vous déposez votre argent sur la plateforme et en fonction voilà du pourcentage de crypto-monnaies vous avez, en fonction des pourcentages de tokens de sel, vous avez donc qui était le token de la plateforme, qui est toujours d'ailleurs le token de la plateforme, vous obtiendrez des rendements différents, mais voilà, aux alentours de 10%, il me semble, entre 10 et 15%, en fonction des crypto-monnaies que vous déposiez et du moyen de paiement que vous choisissez. Et du coup, voilà, c'était juste ça. Vous déposez vos cryptos, vous obtenez un rendement et vous avez besoin de vous occuper de rien. Tous les mois, ça tombe. Sauf que le problème, on a vu aussi de l'utilisation de ces plateformes, bon, à part les hacks, il peut y avoir aussi une gestion qui peut être un peu hasardeuse des fonds, pas toujours transparente. Et du coup, le fait d'avoir délégué ces cryptos et d'avoir choisi une approche un peu plus passive, en se disant au moins moi je prends pas de risque, j'ai pas à m'en occuper et c'est l'entreprise qui gère mes cryptos qui va m'assurer ce rendement. Au final, on a vu aussi les limites avec des plateformes qui étaient quand même réputées sérieuses, avec beaucoup de gens qui avaient déposé beaucoup d'argent. Et au final, on se rend compte que c'est pas forcément le modèle économique est pas forcément soutenable sur le long terme. Et on prend aussi des gros risques de contrepartie pour des rendements qui au final sont pas ouf, quoi. Enfin, 10%, c'est vraiment Ah, pas puis je terrible. pense qu'il faut revenir à ce que tu viens de dire. L'essentiel et la base même du domaine des crypto-monnaies, c'est d'éliminer le risque de contrepartie. Et ça, en cherchant la simplicité, souvent, on va remettre en avant ce risque de contrepartie pour avoir des rendements qui sont clairement pas intéressants, parce que en fait, le pire risque qui puisse nous arriver, la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de nous faire voler nos crypto-monnaies, de jamais de pouvoir les récupérer. Il y a des personnes qui préfèrent utiliser ce risque-là, de dire tiens, je place une grosse partie de mon capital, voire 100% de mon capital, pour avoir une stratégie de revenu passif. Donc je prends le risque maximum pour obtenir un rendement de 10%. Le domaine des crypto-monnaies, il a été fait aussi, c'est comme ça qu'on le voit, tous les deux, c'est le risque asymétrique. On est capable de mettre, je dis des bêtises, 1 pour gagner 10, par exemple. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent pour avoir des résultats intéressants, parce qu'on est suffisamment tôt dans le cycle et dans l'adoption des crypto-monnaies qu'on n'est pas obligé d'utiliser des effets de levier pour avoir des résultats intéressants. Là, j'ai l'impression que quand on utilise de la CeFi, avec des entreprises, tu vois, les trois gros leaders qu'il y avait Celsius, Nexo et BlockFi. En gros, c'était les trois plus gros. Et les trois ont des casseroles. Hein. Bon, Celsius, c'était le chapitre 11 là, de bankruptcy. Ils sont encore. Ouais. Ils y sont encore. Nexo, ils ont des casseroles réglementaires. Là, il y a pas mal de plaintes qui se font, notamment sur le seuil européen, parce que au niveau réglementaire, il semblerait que leur token soit plus un security. Donc, ça semble être assez compliqué. BlockFi, il y a eu pas mal de soucis. J'ai vu passer, par exemple, une news comme quoi quelqu'un devait recevoir une reward, je dis des bêtises, mais de l'ordre de 50 balles, et puis au final, elle a reçu plusieurs millions des fonds des utilisateurs, hein, parce que ça vient en fait des dépôts des utilisateurs. Donc voilà, après derrière, la personne forcément, elle est partie avec la caisse, mais il y a toute une procédure légale, tu vois, qui est mise en place, parce que à la base, c'était pas de l'argent qui était censé être donné à cette personne, mais ça reste quand même de l'argent des dépositaires. Donc oui, peut-être qu'ils vont être amenés à le récupérer, je sais pas comment. Mais il y a toujours ce risque de contrepartie, et faire attention après de là où vous pensez
où se trouve éventuellement le risque. Des fois, on peut se dire, en gérant moi-même mes fonds, j'ai plus de chances de faire des risques et du coup, je vais déléguer mes fonds à quelqu'un qui est censé être théoriquement meilleur que moi. Et souvent, les gens, même dans la finance traditionnelle, c'est ce qu'ils font avec leurs banquiers. Ils donnent leur argent à leur conseiller bancaire, ils leur donnent ce qu'il faut, puis la personne va faire un peu ce qu'il veut. Et on se rend compte que dans la réalité, ces personnes-là, si vous formez ne serait-ce qu'un minimum à la finance, vous vous rendez compte que vous en saurez beaucoup plus que la personne que vous avez en face de vous. C'est pas le cas de tout le monde, j'aime pas faire des généralités, il y a des gens qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais dans la majorité des cas, c'est des commerciaux et c'est pas des gestionnaires de fonds, c'est pas des personnes qui sont libres financièrement, etc. Et eux, leur objectif, c'est d'être rémunérés, quoi. C'est des commerciaux, donc ils vont vous mettre les investissements sur lesquels ils vont gagner le plus d'argent, ils ne sont pas rémunérés à la performance. Et souvent, vous voyez que les frais de gestion en banque, ils sont quand même extrêmement élevés, surtout dans les banques physiques. Et vous n'avez plus compte fait d'acheter, par exemple, un ETF ou un autre service financier. Vous allez gérer, ne serait-ce qu'un minimum vos fonds. Vous pourrez avoir des résultats nettement plus intéressants que si vous le déléguez à quelqu'un qui, juste parce qu'il a une cravate et puis un beau costard et qui se situe dans une banque, voilà, c'est pas parce qu'il a tous ces attributs-là qu'il est censé être meilleur que vous. Et dans le domaine des crypto-monnaies, c'est encore plus vrai parce que on l'a vu à maintes et maintes reprises à travers l'histoire. À chaque fois que on faisait confiance à une entité centralisée, il y avait des soucis. Voilà. La plupart des plateformes d'échange aujourd'hui ont subi des hacks, même Binance, même KuCoin. Enfin, aujourd'hui, toutes les plateformes ont eu des casseroles. Ça sera à mon avis pas la fin. Donc laisser ces cryptos sur des plateformes d'échange, c'est le gros risque de contrepartie. Donner ces fonds à des entreprises qui peuvent faire fructifier votre argent, c'est pas parce que ça a fonctionné pendant 3, 4, 5, 6 ans que ça continuera encore par la suite. Et il y a des choses aujourd'hui intéressantes que vous pouvez faire de votre côté. Oui, ça va vous demander de vous former. Oui, ça va vous demander d'utiliser des portefeuilles comme MetaMask, votre Ledger, de savoir utiliser des protocoles DeFi, de savoir révoquer certains contrats qui pourraient être malicieux si vous donnez accès à l'intégralité de vos fonds en validant certains smart contracts. Bref, il y a des choses quand même à savoir. Et une fois que vous le savez, vous reprenez vraiment possession de votre propre argent et c'est ce pourquoi a été inventé les crypto-monnaies. Je sais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et la publicité qui avait été faite, notamment par des entreprises comme Celsius, Nexo, c'est de dire que tout le monde n'est pas capable de pouvoir gérer ses clés privées, donc nous, on va les gérer pour vous. Et on a vu ce que ça a donné pour le cas de Celsius. Donc, même si le fond peut être louable, de dire oui, demain, je sais que si je dis à ma grand-mère de gérer ses crypto-monnaies, il y a plus de chances qu'elle fasse n'importe quoi. Donc, je peux comprendre que derrière, il y a peut-être un côté plus sécurisé à laisser une entreprise, une entité le gérer théoriquement pour elle. Mais même ça, je pense que ce n'est pas l'objectif quand même des crypto-monnaies et on n'a plus bon compte de garder la possession de son propre argent parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que ça se termine de la même manière. On fait théoriquement confiance et puis voilà, après, il y a des mauvaises gestions, il y a de l'humain derrière et on sait comment l'humain est. Souvent, ça se termine par des problèmes, quoi. Ouais, bah, pour terminer un peu sur la partie CeFi, t'as totalement raison. Après, il me semble même que BlockFi, le modèle était pas bon non plus, donc ils sont en train de se faire racheter par FTX. Je sais pas si c'est Nexo ou BlockFi, mais il y a une des deux qui a eu une proposition de rachat. D'ailleurs, FTX était aussi intéressé à Celsius, mais quand ils ont vu le trou dans la compta, ils ont pas voulu aller plus loin. Après, bon, ils sont peut-être encore en discussion sur racheter les actifs, mais bon, c'est un autre point. Et du coup, faut penser aussi que voilà, pour dégager ce rendement, quand vous déposez du Bitcoin et de l'Ether, bon, maintenant ça a un peu changé avec The Merge, mais c'est des actifs qui sont pas forcément productifs. Donc, quand vous déposez ces actifs chez une plateforme qui vous propose du 10% ou plus de rendement, il va bien falloir qu'elle dégage quelque part le rendement. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte avec Celsius concrètement, c'est que les risques qui étaient pris sur la partie trading de l'entreprise pour essayer de dégager du rendement et pas un rendement très important pour le domaine de la crypto-monnaie, était juste voilà, démesuré. Il y avait des stratégies trading qui ont été mises en place. Le problème, c'est qu'on peut pas trop le savoir, ça, une fois, tant que l'entreprise marche, parce que c'est une fois qu'on commence à voir les ennuis qui arrivent avec les demandes des tribunaux, d'avoir différents papiers, différentes preuves qui sont apportées, qu'on peut se rendre compte vraiment de comment ça marche en interne. Et franchement, voilà, les documents qui sont sortis sur Celsius, c'est pas... Ça, c'est bon. On faisait confiance peut-être pas mal de gens à des choses qui étaient pas très correctes, quoi. Et après, du coup, peut-être pour la partie DeFi, c'est vrai que du coup, il y a moyen aussi de faire de l'argent de manière passive, mais c'est vrai que là, le risque, c'est plus de technologique. Donc, c'est vrai qu'il faudra quand même suivre
les protocoles, suivre ce qui est en train de se passer parce que ça peut aller aussi très vite. Et il y a plus le risque de hack, par exemple. Voilà, s'il y a un protocole qui se fait hacker, on a eu pas mal de breaches avec des gens qui avaient des liquidités sur une des parties ou les deux parties du bridge qui sont fait siphonner. Il y a le risque d'un permanent loss. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Du coup, bon, vous gardez le contrôle de vos clés privées. Des fois non d'ailleurs, mais il y a quand même un suivi à faire conséquent pour savoir s'il se passe quelque chose. Voilà, si vous y étiez sur Terra Luna, il valait mieux sortir au début qu'à la fin qu'à la fin du crash. Mais bon, pour ça, il fallait être hyper réactif et sortir dès le début. Donc, je Non, pense mais que même l'écrasante majorité, quand tu vois, voilà. quand il y a un événement comme ça qui arrive dans la crypto, même en étant réactif, c'est pas possible. Mais à moins d'avoir des bots programmés, d'avoir tout programmé. Ouais, mais tu pouvais pas. L'écrasante majorité de ce qui s'est passé, enfin, l'écrasante majorité des gens qui suivaient Luna, et puis même nous, hein, on a utilisé Luna à l'époque. Quand il y a eu le crash, ça s'est passé en à peine quelques heures. Même en quelques heures, le projet il avait perdu moins 95% de sa valeur. Beaucoup disaient buy the dip, ça va remonter. Et puis il a repris moins 95%, et après il a repris encore moins 95%. Donc tous ceux en fait qui avaient acheté le dip, ouais. ils ont pris 95%. Ouais. Non, mais ils se sont fait démonter. Et donc je pense qu'il faut être très très vigilant, comprendre que un protocole qui a fonctionné jusqu'à présent, qui n'a pas forcément eu de hack, qui n'a pas eu de problème, il n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y ait un gros souci. Et l'adage, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Dans la crypto, c'est ça, en fait. Donc, si jamais vous voulez vraiment faire de la finance décentralisée, déjà, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Ça, on le dit tout le temps, mais il y a tellement de changements, il y a tellement de modifications qui se font tout le temps, des découvertes de bugs, de hacks, notamment au niveau des bridges en ce moment, que voilà, oui, vous avez des résultats, vous avez la possibilité d'obtenir des résultats qui sont très intéressants parce qu'aujourd'hui, il y a une barrière d'entrée quand même qui est importante. Hein. La majorité des gens préfèrent faire du staking, par exemple, sur Binance parce que c'est juste un bouton, on clique dessus, c'est bon, voilà, j'oublie. Mais le risque n'est pas le même. Et de l'autre côté, si vous voulez avoir des résultats plus intéressants, c'est possible de le faire. Il faut accepter de prendre de plus de risques et d'avoir aussi plus de compétences et de technicité dans ce qu'on souhaite faire. Dans tout ce qui est lié au pool de liquidité, etc. Tu as parlé des pertes impermanentes, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un nouveau protocole qui arrive, qui n'a pas forcément été audité, etc., en général, les APY sur les pools de liquidité sont extrêmement élevés parce qu'il n'y a personne dessus. Et donc, en général, il y a une incitation à aller rejoindre ces protocoles-là. Et puis après, plus il y a de monde, plus l'APY va diminuer. Et puis ensuite, il y a un autre protocole qui va sortir, donc on va bouger nos fonds pour partir de l'autre côté. Donc, en fait, il y a souvent des gros mouvements à faire. Il faut suivre assez régulièrement ce qui se fait. Et si on n'est pas minimum technique dans ce qu'on fait, il y a plus de risques, selon moi, à faire aussi pas mal d'erreurs. Et après, oui, ben, suivre, c'est vrai que peut-être pour Luna, c'était pas forcément évident de sortir, mais après, voilà, il y a des nouvelles qui sortent. Par exemple, récemment, j'ai vu passer il y a pas mal de hacks sur les vanity addresses, donc les adresses qui peuvent être personnalisées sur Ether, où au final, il y a eu un white hat, du coup, un hacker plutôt porté bienveillant, voilà, exactement, qui a dévoilé qu'il y avait une possibilité sur ces vanity addresses du fait de comment c'était généré, au final de faire ce qui normalement n'est pas possible de faire. Et c'est pourquoi là, la crypto intéressante, c'est retrouver les clés privées à partir de l'adresse publique. Et du coup, il y a eu pas mal de hacks qui sont en train de se passer parce qu'il y a des gens qui sont en train d'exploiter ça et à partir de la vanity address, donc l'adresse Ether de certains wallets, de retrouver les clés privées, du coup, mais de voler les fonds. Donc là, pareil, si vous avez ce type d'adresse et que vous ne faites pas attention, voilà, moi, il me semble, si j'avais ce type d'adresse et que je savais que j'étais investi dans la DeFi, peut-être sortir ces fonds, voilà, il y a quand même des nouvelles qui peuvent vous impacter. Voilà, il y a des fois des mises à jour sur certaines blockchains qui font que voilà, il y a des failles qui sont implémentées, des trucs qui n'ont pas été forcément backtestés, et du coup, ça peut mettre en danger vos fonds. Donc, c'est pas forcément passif, et c'est même plus. Ouais, ce que je voulais juste te dire pour compléter ce que tu viens de dire, c'est que ce que les gens peuvent faire quand ils veulent utiliser de la DeFi, utiliser des protocoles qui sont pas encore audités, qui sont encore assez récents et sur lesquels on peut trouver des bugs et des failles comme celles que tu viens de dire tout à l'heure, c'est de pas utiliser le même portefeuille pour chaque action qu'ils vont faire. Vous avez peut-être un portefeuille avec des investissements long terme qui va peut-être représenter, je sais pas, 90% de votre portefeuille, par exemple. Si vous voulez faire du trading, vous pouvez prendre, je sais pas, 10, 20% de ce portefeuille-là et le mettre, encore une fois, sur un autre portefeuille avec une autre clé privée.
Et après, vous pouvez faire un autre, encore une fois, portefeuille si vous voulez utiliser de la DeFi avec d'autres protocoles. Ce qui fait que si demain, je sais pas, votre portefeuille il est compromis parce que vous n'avez pas validé le bon smart contract, ou ça a été hacké, ou on trouve la possibilité de trouver votre clé privée. Il y a des bugs aujourd'hui qu'on ne peut pas estimer parce qu'ils n'ont pas encore été trouvés, mais voilà, on est en plein test à l'heure actuelle. C'est du test à ciel ouvert, en fait, la crypto aujourd'hui. Et si demain, voilà, vous avez du coup séparé vos portefeuilles en fonction des actions que vous allez faire, même si demain il y a un portefeuille qui est compromis, on ne pourra pas voler l'intégralité de vos fonds. Faites pas l'erreur de avoir un seul et unique portefeuille sur lequel vous mettez tout et sur lequel vous faites de la DeFi, etc. Vous validez n'importe quel type de contrat. Vous ne savez pas comment révoquer des contrats intelligents, parce que demain, voilà, vous pouvez vous retrouver avec votre ledger qui est siphonné. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous utilisez une ledger, ça, il y a beaucoup de gens aussi qui ne le comprennent pas. Beaucoup de gens se disent c'est bon, moi j'ai une ledger, je suis sécurisé. Non, même si vous avez une ledger, oui, c'est très bien, vous avez fait un grand pas, mais il y a plein de choses qui peuvent quand même vous faire perdre votre capital. Vous validez le mauvais contrat intelligent, vous pensez recevoir un airdrop, au final vous ouvrez votre MetaMask qui est lié à votre ledger, on vous dit validez cette transaction pour recevoir votre airdrop, et en fait quand vous validez la transaction, c'est juste pour envoyer les fonds sur le wallet du hacker. Voilà, c'est vous qui avez validé la transaction, mais pour autant, vos fonds, ils n'étaient pas sécurisés, parce que la plus grande faille, c'est l'être humain, en fait, c'est ça. Tout ce qui est lié au phishing, etc. Enfin, il y a plein de choses aujourd'hui qui existent, et ça se développe de plus en plus. La principale faille que vous allez avoir, c'est vous-même. Donc, il faut vraiment vous former à ça, et dans le doute, voilà, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire plein de portefeuilles différents, plusieurs, pour à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, voilà, vous mettez une partie des fonds, vous essayez, et comme ça, même si jamais vous faites une erreur, vous êtes quand même beaucoup plus serein. Moi, c'est ce que je préconiserais quand même. Ouais, moi concrètement, c'est ce que je fais aussi. Et juste, voilà, pour ça, je sais pas quel web wallet vous utilisez, mais par exemple, vous pouvez installer MetaMask sur Brave, sur Chrome, sur Firefox. Ouais, il y a plein de navigateurs qui supportent. Et du coup, vous pouvez avoir un navigateur par utilisation. On va dire, si vous souhaitez faire du trading, avoir un navigateur que pour le trading. Si vous souhaitez faire de la DeFi, un wallet juste sur ce navigateur-là. Et du coup, voilà, vous séparez et vous envoyez juste les fonds nécessaires à ce que vous voulez faire sur ce wallet-là. Et vous générez même plusieurs adresses pour les différents protocoles à partir de cette clé privée, en fait, ce wallet. Et du coup, vous touchez pas à tout ce qui est long terme, vous y touchez pas, vous le laissez sur la ledger. Et vous avez même peut-être pas besoin de le connecter à MetaMask. Et du coup, ça sépare un peu, ça fait des silos. Et comme ça, voilà, on touche pas au gros des fonds. Et peut-être après, pour finir, revenir un peu sur l'approche active. Donc au final, moi, ce que j'ai un peu l'impression, c'est qu'il y a pas mal pour les débutants, peut-être. L'approche passive, au début, ça peut faire, comme on a vu, la CeFi, c'est pas forcément idéal du fait du risque de contrepartie. La DeFi, c'est peut-être un peu compliqué, des fois, de se renseigner, de faire le suivi. Voilà, ça, on a un peu. Moi, ce que je retrouve surtout, c'est la peur de faire les manips. Parce que c'est vrai qu'il faut aller, il faut être super attentif, faire attention. Donc voilà, il y a plein de choses à mettre en place qu'on a abordé aussi sur d'autres vidéos. Et du coup, là, moi, je pense qu'il faut quand même aussi comprendre, avant de faire tout ça, l'approche active, c'est-à-dire apprendre à bien rentrer, acheter sur la partie baissière et avoir une stratégie aussi de sortir, prendre des positions sur la partie haussière du cycle, et se dire aussi qu'au final, la majorité des rendements, on les fera sur cette activité-là et sur le long terme. Parce que, bon, je sais plus comment c'est en français, mais bon, être longtemps dans le marché, c'est mieux que d'essayer de battre le marché. Et du coup, d'avoir une stratégie vraiment sur le long terme et de bien comprendre les fondamentaux et rentrer à des points intéressants. Et bien sûr, ça implique avoir un horizon au moins sur un prochain cycle. Donc, ça peut être 3, 4, 5 ans. Au final, il y aura des résultats plus importants que d'essayer avec un capital pas forcément très important, d'aller dégager du rendement en utilisant voilà, plein de protocoles DeFi, du CeFi à côté, rebasculer sur différents protocoles, et au final en ajoutant effectivement du risque technologique et de contrepartie à chaque fois pour essayer de faire grossir un capital. Alors que moi, ce que j'ai fait au début, et ce qui a bien marché, c'est ça, concentrer sur de l'achat et de la revente, mais avec un objectif long terme. Et après, une fois que j'ai pris des bénéfices, en utiliser une partie pour aller tester, pour aller faire d'autres activités, mais plus voilà pour aller dégager du rendement, réinvestir, peut-être aussi faire du court terme, donc participer à des ICO, des IDO, des IEO, voilà tout ce type d'activité pour aller dégager plus de rendement. Mais vraiment, une fois que j'ai placé mon capital petit à petit, que j'ai récupéré mon principal,
que j'ai récupéré des plus-values. Et c'est vraiment une partie de ces plus-values que j'utilise pour aller voilà, tester toutes ces nouvelles choses, prendre un peu plus de risques. Mais voilà, j'ai vraiment conservé mon capital plus des plus-values que je vais pouvoir réinvestir dans le prochain cycle, donc toujours avec une approche long terme, une approche active de long terme, et plus l'approche passive ou court terme avec plus de risques qui vient un peu au-dessus pour apprendre un peu plus sur l'écosystème et voilà, dégager potentiellement plus de rendement, mais je ne mets pas en péril mon principal. C'est vraiment une activité que je vois en parallèle et un peu en bonus, en annexe. Mais je pense que le fondamental, c'est quand même comprendre l'approche active sur le long terme, choisir les actifs, les fondamentaux, et pas courir, comme tu l'as dit, après des protocoles qui donnent 200 APY sur 3 jours. Après, il faut sortir ses fonds, il faut les mettre sur un protocole, et à chaque fois, voilà, ça peut être... Alors sinon, c'est ce qu'on appelle du yield farming, hein. Il y en a qui font ça, Oui. Ils s'amusent à faire... C'est une activité, hein, le yield farming, d'aller sur plein de protocoles, d'aller très rapidement prendre la liquidité là où il y a la meilleure APY au départ sur les quelques premiers jours, et puis après, dès qu'il n'y a plus suffisamment de résultats, on va aller changer dans une autre pool, on va aller sur un autre protocole. Mais voilà, c'est un travail à plein temps. Ça, il faut vraiment... Pour un profil débutant, c'est pas ce que tu conseillerais. Moi, je parle plus dans Voilà. l'optique de quelqu'un qui débute dans la crypto, qui sait pas forcément comment investir, on lui propose plein de chemins différents. Moi, c'est ce que j'ai fait, je sais pas toi, mais c'est vraiment essayer de comprendre voilà, avoir cette approche long terme, revision long terme, et c'est un peu tout ce qui vient après, c'est un peu la cerise sur le gâteau, faire du liquidity providing, faire du lending, du borrowing, aller tester plein de choses. Mais moi, je le vois vraiment comme au début, du moins, c'est avoir son principe, enfin, faire fructifier son principal avec une approche long terme et un peu active, et après aller chercher à dégager du rendement, voilà, augmenter ses plus-values avec toutes ces choses-là, mais que je conseillerais pas au début, parce que voilà, ça Non, c'est paraît clair. Non, mais au début, il faut déjà avoir un commencer, socle ça fait un solide. peu... Au départ, il faut avoir un socle solide. Et le socle solide, c'est avoir une stratégie long terme, savoir déjà les bases, c'est quoi l'Ether, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi les cycles de marché, c'est quoi mon horizon de temps, c'est quoi éventuellement ma stratégie d'entrée, ma stratégie de sortie. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on a évoquées ensemble sur les vidéos. Ça doit être la base. Si déjà ça, on l'a pas, et puis on commence tout de suite à dire c'est bon, je fais du trading avec de l'effet de levier, je fais de la DeFi, là, il y a 99% de chances à ce que ça dure pas une année, hein, que vous perdiez votre capital en une année. Et je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, quand on parle de DeFi, il y a le terme finance décentralisée. Attention, il y a différents degrés dans la décentralisation. Il n'y a jamais aujourd'hui un protocole qui est genre ultra décentralisé sur lequel il y a vraiment zéro et aucun risque de contrepartie. Il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est très rare. Et il y a beaucoup de mauvaise conception ou de mauvaise compréhension aussi de l'écosystème de la part de pas mal de personnes. Par exemple, un truc tout bête, les clés administrateurs, ça personne n'en parle, mais par exemple, vous avez quelquefois des protocoles qui se disent DeFi entre guillemets, mais ils ont ce qu'on appelle une clé admin, une clé administrateur, qui vont leur donner des droits spécifiques sur le protocole. Ça peut être des fois juste pour eux, en tout cas dans leur tête, quelque chose de bien, dans le sens si jamais il y a un hack, si jamais il se passe quelque chose, ils ont la possibilité d'intervenir, mais ça leur donne aussi la possibilité, si demain ils se font hacker aussi cette clé admin, ils peuvent prendre les fonds, ils peuvent geler certains comptes, etc. etc. Par exemple, Polygon, Matic, ils ont une clé admin qui n'est pas unilatérale dans le sens où il n'y a pas une seule personne qui peut jouer cette clé admin, mais les principaux contributeurs de Matic, ils ont une clé admin où ils ont la possibilité de prendre l'intégralité de l'argent qui est aujourd'hui sur leur réseau, de geler les fonds, etc., etc. Et ça, on vous le dit pas, on vous dit c'est bon, c'est une L2 sur Ether, ça fonctionne bien, c'est de la DeFi, allez-y, on paye pas cher, on paye pas de frais. Et je dis pas que c'est mauvais, encore une fois, je dis juste, faut savoir où se trouvent les risques et où est-ce que vous êtes capable d'aller. Et je trouve que des fois, on ne l'explique pas suffisamment aux gens. On vous dit c'est bon, c'est de la DeFi, il n'y a pas de souci, vous possédez bien votre clé privée, mais ce n'est pas vraiment vrai. Parce que si demain, encore une fois, je le répète, mais si vous avez une clé admin avec 5 ou 10 personnes qui ont la possibilité de geler les fonds, de pouvoir partir avec la caisse, ou si jamais le protocole se fait hacker et que ça rentre dans de mauvaises mains, vous perdez vos fonds. Donc on retrouve un peu le degré de centralisation qu'on avait parlé avec Nexo, Celsius, etc. C'est pas dans les mêmes proportions, mais attention, voyez. Et donc comprendre qu'aujourd'hui, on en est vraiment à un stade expérimental, que tous les bugs n'ont pas été trouvés,
qu'aujourd'hui, ce que vous considérez peut-être comme étant de la DeFi, de la finance décentralisée, c'est peut-être pas aussi décentralisé que ce qu'on peut penser, et qu'il y a différents degrés de décentralisation. Quelquefois, un protocole qui est même ultra décentralisé, on pourrait considérer que c'est peut-être plus résilient, mais pas forcément, parce que les bugs n'ont pas été trouvés, et donc si demain, il y a un hack ou quelque chose qui est en train de se passer à l'instant T, qui n'a pas la possibilité de faire une modification, une mise à jour, vos fonds sont perdus. Alors que s'il y a des développeurs derrière qui se disent, tiens, on va patcher, on va mettre quelque chose, on va corriger, ça peut être aussi un côté sécurité. Mais de l'autre côté, ils ont aussi un droit sur le protocole qui met nos fonds aussi à risque. Tu vois? Donc c'est toujours pareil, il n'y a pas de vérité absolue, il faut faire attention et savoir où est-ce que vous mettez le curseur. Ouais, après on peut citer aussi Solana par exemple qui est un layer one mais qui s'arrête régulièrement. Donc bon, Ah tout oui, ce qui est sur Solana, c'est même le risque de base, la couche de base est sujette à ce risque-là avec les gens, voilà, les devs dès qu'il y a un problème qui arrête la blockchain. Donc là c'est même plus les protocoles, c'est la layer one, la couche de base. de transaction de settlement qui peut s'arrêter à tout moment. Et après on a aussi ce que tu expliquais sur des protocoles DeFi. Voilà, je vais pas dire le nom parce que c'est pas forcément un bon projet, mais il y a des protocoles de DeFi, type voilà, tous les trucs en swap ou en finance qui sont sortis en 2020-2021 avec des projets où il y a eu des bugs voilà, dans les 24 heures de la sortie et où les devs ont rien pu faire pour récupérer parce que voilà, comme c'était du coup pour le coup vraiment décentralisé, il aurait fallu faire passer une proposition d'implémentation d'un changement, mais comme les tokens étaient trop dispersés et qu'il fallait un consensus auprès des utilisateurs pour faire cette modification et qu'ils avaient plus la main sur le protocole du coup parce qu'il n'y avait pas d'admin key, voilà, du coup, ils ont voilà, supplié la communauté de leur donner des fonds, de faire passer le truc, mais du coup, comme les gens n'étaient pas forcément très réceptifs à ça, ou qu'ils n'avaient pas suivi, ou qu'ils n'avaient pas envie, du coup, voilà, le projet s'est cassé la gueule concrètement parce que ils n'avaient plus la possibilité d'implémenter des choses. Donc voilà. Donc d'un projet qui est vraiment décentralisé, mais ça peut aussi se passer, ou si les devs ont pas la main dessus, s'il se passe quelque chose, voilà, c'est où les utilisateurs se mettent d'accord, mais ça peut être assez rare, ou le projet, voilà, il y a un bug qui fait que c'est plus utilisable et voilà, tous les fonds sont bloqués, voilà. Donc je pense qu'on va pas continuer plus cette vidéo. Je pense que vous avez compris un peu le pour, le contre de chaque stratégie et un peu notre vision là-dessus aussi. Du coup, si ça vous intéresse plus de contenu dans ce style-là, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Si ça vous intéresse aussi tout ce qui est finance personnelle, l'investissement en général, mais aussi le business en ligne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Thibaut. Donc, je mettrai le lien dans la description. Et pour notre part, on vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.